Mon oncle a fait la guerre du Vietnam. Il m'a finalement raconté ce qui lui était arrivé là-bas. Mon oncle Trent est mort la semaine dernière. La cause officielle du décès était une cirrhose. Il avait 75 ans de ça. Très franchement, il a tenu bien plus longtemps que ce à quoi nous nous attendions. Je sais à quel point cela semble insensible, mais c'est comme ça. Le gars n'a jamais lâché la bouteille. J'étais vraiment jeune à l'époque, mais d'après ce que mon père m'avait dit, Trent était un type parfaitement heureux jusqu'au jour où il est parti pour le Vietnam. Oui. Il avait beaucoup d'amis, avait du succès auprès des femmes, entretenait de bonnes relations avec sa famille, avait un diplôme en génie civil, tellement loin de la personne qui était revenu qu'on avait presque envie de se demander s'il n'avait pas été remplacé. Point. Après son retour aux États-Unis, il a décidé d'arrêter de participer à la vie. Point. Une sorte de suicide spirituel. Il a rompu avec sa petite amie, n'a jamais postulé à aucun emploi, n'a jamais contacté ses amis ou sa famille, n'a jamais eu de passe-temps et ne semblait rien faire du tout. Il a loué un petit studio en périphérie de la ville et y est resté, passant ses journées à boire et fumer. C'était un mystère de savoir comment il semblait toujours avoir assez d'argent pour couvrir ses dépenses. Pendant un moment, j'ai simplement supposé que mon père ou mon grand-père le subventionnait de loin. Mais j'ai appris plus tard que ce n'était pas le cas. Jamais il ne leur avait demandé d'argent. Même quand il lui en avait proposé sans condition, il avait refusé, leur disant qu'il n'en avait pas besoin. J'essayais de lui rendre visite de temps en temps, mais ma motivation a vraiment diminué vers la fin. J'aimerais penser que ce n'était pas parce que j'étais un neveu horrible ou quoi que ce soit. C'était juste difficile de parler à ce type. Difficile de le supporter. Après chaque visite, je repartais avec ce goût terrible dans la bouche. Et ce n'était pas seulement à cause des vapeurs d'alcool et de la fumée de cigarettes. Il ne semblait jamais vouloir participer à aucune conversation. Il ne disait jamais plus de quelques mots à la fois. Il fixait toujours la télévision et je ne pouvais pas dire s'il faisait vraiment attention à ce qui était à l'écran ou s'il était juste en train de dissocier. Il y avait des moments où il semblait presque vouloir me dire quelque chose. Il détournait le regard de l'écran et me fixait avec cette expression torturée. Point. Poum. Comme s'il voulait désespérément se libérer de quelque chose, mais ne pouvait pas s'y résoudre. Il ouvrait la bouche comme prêt à parler. Et puis rien. Toujours rien. Alors vous pouvez imaginer mon choc quand j'ai reçu un appel de ma mère, me disant que Trent voulait me voir, qu'il voulait me parler de quelque chose. Je suis sûr que mon père aurait été celui qui me l'aurait dit, mais il était mort d'un cancer quelques années auparavant. Au début, je n'étais pas sûr de ce que je ressentais à propos de cette idée. Après toutes ces années, tous mes efforts pour essayer de l'atteindre, et maintenant il voulait enfin parler. Je voulais être plus en colère que je ne l'étais réellement. Mais en vérité, j'avais encore un peu de clémence pour ce type. Peut-être avait-il réalisé que son temps sur Terre était compté et regrettait d'avoir repoussé tant de gens. Peut-être était-ce une tentative de tourner la page. En même temps, je ne pouvais nier ma curiosité. Peut-être qu'il me dirait enfin ce qui s'était passé là-bas, même si je n'étais pas totalement convaincu de vouloir savoir. J'ai conduit jusqu'à son appartement et frappé à sa porte. Je l'ai entendu tousser à l'intérieur avant de me dire que la porte était ouverte. D'entrer directement. Ma première fois dans cet endroit depuis plus d'une décennie. Et ça sentait et paraissait tellement pire que dans mes souvenirs, une sensation de désespoir lourd flottant dans l'air. Trent était assis sur le même canapé qu'il avait toujours eu, même s'il ressemblait maintenant à quelque chose qui y appartenait à une décharge. Des fissures dans la peinture, des taches partout. Étalées sur la vieille table basse devant lui, se trouvaient plusieurs canettes de bière, bouteilles d'alcool, mégots de cigarettes. L'odeur de moisissure et de pourriture dominait presque la fumée. Il s'est retourné, et il est difficile de sous-estimer l'effroi que j'ai ressenti en regardant son visage. Difficile de le voir dans un tel état. Ça m'a fait me sentir comme un connard de ne pas avoir fait plus pour aider. Mais j'avais essayé. Beaucoup d'entre nous avaient essayé. Je me suis approché et me suis assis sur le canapé à côté de lui. Je lui ai demandé comment il se sentait. Il a secoué la tête, m'a dit de ne pas m'embêter,
que je n'avais pas besoin de faire semblant, qu'il était malade mais pas sénile, qu'il était bien conscient des coûts de son comportement au cours des 50 dernières années et ne nous reprochait pas de ne plus vouloir nous occuper de lui. Mais ce n'était pas un accident, c'était une décision très calculée. Oui, l'entendre dire tout cela m'a pris au dépourvu. D'après ce que je me souvenais, c'était la conversation la plus longue que nous ayons jamais eue. Et encore plus surprenant était sa lucidité apparente. Point. Je pensais que des décennies d'abus d'alcool auraient fait plus de dégâts. Mais il était là, les yeux, et la voix, aussi sincères que ceux de n'importe qui que j'avais vu avant. Je lui ai dit que je ne doutais pas qu'il avait vécu des choses plus terribles que je ne pouvais l'imaginer. Mais il n'avait jamais eu à y faire face seul. Nous avions été là pour lui. Alors pourquoi avait-il choisi une vie de solitude? Et c'est là que la conversation a pris un tournant étrange. Trent a poussé un long soupir et a regardé autour de l'appartement. Puis il a dit que c'était parce qu'il n'avait jamais voulu nous mettre en danger. Je l'ai fixé, lui ai demandé ce qu'il voulait dire par là. Quel genre de danger? Il m'a dit qu'il n'était pas exactement sûr. C'est pourquoi cela lui faisait tellement peur. Il a affirmé que s'il devait me raconter ce qui lui était arrivé, je devais être prêt à en assumer les conséquences. Qu'une fois que j'aurais connaissance de telles informations, ça compliquerait ma vie d'une manière difficile à gérer, que je serais probablement obligé de regarder par-dessus mon épaule pour le reste de mes jours. Mais si j'étais prêt à prendre ce risque, alors je devrais me servir du whisky et me préparer à écouter. L'entendre dire ces choses m'a fait tomber le cœur, non pas parce que je le croyais, mais parce que cela confirmait presque son état mental détérioré. Aussi articulé qu'il était encore, il n'était clairement plus là. J'ai décidé de jouer le jeu. J'ai souri, lui dit que j'étais prêt à prendre le risque. Mais une fois les mots sortis de ma bouche, j'ai pu voir son expression s'assombrir. « Mais tu ne me crois pas ?» a-t-il dit. « Tu penses que ce sont les divagations d'un homme devenu fou ?» Je ne m'attendais pas à cette réaction immédiate. Je ne savais pas quoi dire, et j'ai commencé à bafouiller, cherchant une réponse. « Je ne te blâme pas, » a-t-il continué. « Je ne te blâme pas. Je sais que je suis près de la fin. Je sais que mon esprit est presque parti. Mais c'est quelque chose que même dans la mort je n'oublierai jamais. Tu veux savoir pourquoi je bois? C'est parce que si je ne le fais pas, alors c'est tout ce à quoi je peux penser, tout ce dont je peux rêver. » Point. Il s'est arrêté, a allumé une cigarette et a pris plusieurs longues bouffées avant de me fixer. La connaissance peut être un fardeau. Si tu vas entendre ça, alors j'ai besoin de savoir que tu me crois. Et que tu as accepté le risque. Sinon, on peut juste oublier tout ça. Tu peux continuer à vivre ta vie sans souci. Je n'étais toujours pas sûr de quoi penser. Mais ma curiosité avait commencé à brûler. Puis, je lui ai demandé pourquoi il voulait même m'en parler. Si c'était si dangereux, alors pourquoi ne gardait-il pas ça pour lui? Il a dit qu'il n'avait pas de bonne réponse à ça. Il sentait juste que quelqu'un devait savoir ce qui s'était passé avant que ça ne meure avec lui. Il a dit qu'il existe une obscurité dans ce monde qui dépasse tout ce qu'on nous a enseigné, tout ce qui nous était familier, tout ce que nous avions la capacité de comprendre. Et un jour nous pourrions avoir à y faire face. C'était le printemps 1967. Il était dans les hautes terres centrales, faisant partie d'un peloton d'environ 30 personnes, traversant une jungle profonde. Leur objectif était de prendre contact avec un officier de renseignement français nommé Bernier, qui les guiderait ensuite vers un camp important de l'Envé qu'ils devaient embusquer, et ensuite prendre le commandement. Des directives simples, mais les exécuter sans mourir ou être mutilés, aurait été un exploit herculéen. À ce stade, il avait déjà été témoin de 23 autres personnes faisant face à diverses fins horribles. Il se souvenait de ce nombre exact parce que chacune avait été gravée si profondément dans sa psyché qu'il était difficile de ne pas tenir le coup. Chaque moment passé dans la jungle le mettait sur les nerfs. Il était toujours paranoïaque, fatigué, effrayé,
Il a dit que ça devait être une version de l'enfer. Ce jour-là, l'air était chaud et épais, un soleil écrasant au-dessus. Les moustiques tournaient constamment autour de leur tête, tandis que les fourmis grimpaient constamment dans leurs bottes. Point. Ses bras étaient lourds d'avoir coupé du bambou et de grandes lianes de rotin. Il pouvait sentir la mousse, la terre, des odeurs âcres et piquantes de la faune, la sueur et l'huile d'arme émanant de ses collègues conscrits. Ses pieds lui faisaient mal, chauds et humides dans ses bottes. Le pied de tranchée était devenu un problème courant et il craignait que cela l'atteigne bientôt. Ils avaient marché longtemps. Combien de temps exactement, il ne pouvait pas le dire avec certitude. Mais il a dit que cela avait semblé plus long que tout ce qu'il avait fait auparavant. Quand la nuit est venue, ils ont dormi sur le sol, se couvrant de fines doublures de poncho. Bien sûr, le sommeil n'est pas venu, pour aucun d'eux. Alors qu'il était allongé sur le sol, il ne pouvait entendre aucun ronflement. Il ne pouvait rien entendre du tout. Rien. On aurait pu entendre une épingle tomber. Ce qui était inhabituel, tellement qu'il s'est assis dès qu'il s'en est rendu compte. Bientôt presque tout le monde était réveillé aussi. Il a regardé autour de lui dans l'obscurité, même s'il n'était pas sûr de ce qu'il était censé chercher pointille. Mais il pouvait sentir les poils se dresser sur sa nuque, comme si c'était censé être un signal qu'ils étaient en présence de quelque chose de dangereux. Ils ont allumé leurs lampes de poche et les soldats se regardaient entre eux, comme si leurs compagnons pouvaient avoir une réponse à cette chose étrange qu'ils ressentaient tous. Avant longtemps, quelque chose a brisé le silence. Ils ont tous saisi leurs fusils et se sont levés, même si personne ne pouvait comprendre le bruit. Cela semblait venir de quelque part au-dessus d'eux. Ils ont levé les yeux et finalement, l'une de leurs lumières a capté un mouvement. Quelque chose qui rampait sur l'un des arbres. Il a dit qu'il avait l'impression que son cerveau court-circuitait quand il essayait de traiter ce qu'il voyait. C'était une silhouette humaine, rampant à quatre pattes sur le tronc. Ce n'était pas normal. Ça ne pouvait pas être normal. Ils n'ont pas pu bien voir la créature personne avant qu'elle ne saute sur un autre arbre. Et puis un autre. Bientôt elle rebondissait entre les arbres à une vitesse troublante. Et il n'a pas fallu longtemps avant que le premier coup de feu soit tiré. Le chaos a éclaté alors que des rafales erratiques de coups de feu craquaient dans la nuit. Il y avait beaucoup de cris, beaucoup de bousculades. Ils n'avaient affaire qu'à une seule cible, mais qui semblait impossible à toucher. À un moment donné, la silhouette avait sauté sur l'arbre directement derrière Trent. Il s'est retourné et l'a vu grimper. Ses yeux se sont écarquillés en réalisant à quel point la chose était proche. Il s'est jeté au sol juste au moment où elle bondissait vers lui, passant au-dessus de sa tête. Les tirs ont continué pendant ce qui lui a semblé être une éternité. Finalement, l'un d'eux a dû toucher sa cible car ils ont entendu un cri perçant, suivi d'un bruit sourd pour eux. Ils ont balayé la zone avec leurs lampes de poche et ont finalement trouvé le corps. C'était une jeune femme vietnamienne, nue et couverte de boue et de sang-pois. Ses yeux étaient complètement blancs, roulés vers l'arrière de sa tête. Sa bouche était ouverte, révélant des dents qui semblaient avoir été limées en pointes acérées. Ses ongles étaient longs et déchiquetés, avec des morceaux de chair coincés en dessous. L'un des soldats s'est approché pour vérifier son pouls. Au moment où il l'a touchée, elle a bondi, enfonçant ses ongles dans sa gorge. Le sang a jailli partout, tandis qu'il s'effondrait au sol, se vidant en quelques secondes. Plus de coups de feu ont retenti et cette fois, ils ne se sont pas arrêtés jusqu'à ce qu'il ne reste pratiquement plus rien d'elle. Juste une masse méconnaissable de chair et d'os. Ils ont passé le reste de la nuit éveillés, armes pointées vers les arbres, attendant que quelque chose d'autre descende. Mais rien n'est venu. Au matin, ils ont repris leur marche, personne ne parlant de ce qui s'était passé. Trent a dit qu'il avait l'impression qu'ils essayaient tous de se convaincre que c'était un cauchemar partagé. Ils ont finalement trouvé Bernier plus tard dans la journée. C'était un homme mince, avec une moustache fine, parlant un anglais impeccable, avec un accent français prononcé point. Il les a guidés plus profondément dans la jungle, leur assurant que le camp de l'Envée n'était plus très loin.
Mais au fur et à mesure qu'ils avançaient, Trent a remarqué que quelque chose n'allait pas avec Bernier. Poum. L'homme continuait à regarder par-dessus son épaule, pas vers eux mais vers la jungle elle-même. Comme s'il attendait quelque chose, ou fuyait quelque chose. Quand ils ont établi le camp pour la nuit, Trent s'est approché de Bernier et lui a demandé s'il savait quelque chose sur ce qui s'était passé la nuit précédente. Sur la femme dans les arbres, le visage de Bernier est devenu pâle. Il a regardé autour de lui pour s'assurer que personne d'autre n'écoutait. Puis s'est penché. « Vous l'avez vu » a-t-il murmuré. « J'espérais que nous pourrions éviter cela. » Trent lui a demandé de quoi il parlait. Qu'est-ce que c'était que cette chose? Bernier a secoué la tête. Pas ici, pas maintenant. Les arbres ont des oreilles. Cette nuit-là, Trent n'a pas pu dormir. Il continuait à penser aux paroles de Bernier Pointeux. Les arbres ont des oreilles. Qu'est-ce que cela pouvait bien vouloir dire? Vers 3 heures du matin, il a senti une main sur son épaule. C'était Bernier, lui faisant signe de le suivre silencieusement point. Ils se sont éloignés du camp jusqu'à ce qu'il soit hors de portée de voix. « Ce que vous avez vu la nuit dernière, » a commencé Bernier. Ce n'était pas naturel. Cette jungle, elle est maudite, infectée par quelque chose d'ancien, quelque chose qui ne devrait pas exister. Il a expliqué qu'il y avait des histoires parmi les locaux point. Des histoires sur des gens qui disparaissaient dans la jungle et revenaient changer. Pas morts, mais pas vivants non plus. Quelque chose entre les deux. Ils les appelaient les marcheurs vides, des coquilles d'êtres humains habités par quelque chose d'autre. Mais ce n'est pas le pire, a continué Bernier point. Le pire, c'est ce qu'il écrit Pointet. Ce qui vit au cœur de cette jungle. Trent a demandé ce que c'était. Bernier a secoué la tête. Je ne sais pas. Personne ne le sait vraiment. Ceux qui l'ont vu ne sont jamais revenus pour le raconter. Ou s'ils l'ont fait, ils étaient comme votre oncle va le devenir, brisés, incapables de vivre une vie normale. Pourquoi nous amenez-vous plus profondément alors? A demandé Trent. Je n'ai pas le choix, a répondu Bernier. J'ai des ordres, tout comme vous. Mais je vais vous donner un conseil, quand les choses tournent mal, et elles le feront, courez. Ne regardez pas en arrière, ne vous arrêtez pas pour vos camarades. Courez simplement. Le lendemain, ils ont continué leur marche. L'atmosphère était différente maintenant, plus lourde. Même ceux qui n'avaient pas parlé à Bernier semblaient le sentir. La jungle elle-même semblait les observer. Vers midi, ils ont trouvé le camp de l'Envé, ou ce qu'il en restait. C'était un massacre. Des corps partout, déchiquetés comme par des animaux sauvages. Mais ce n'étaient pas des marques d'animaux. Les blessures étaient trop précises, trop délibérées, comme si quelque chose d'intelligent avait pris son temps, savourant chaque mort. Au centre du camp, ils ont trouvé quelque chose qui a fait vomir plusieurs soldats. Un tas de corps arrangés en forme de spirale, leurs membres entrelacés de manière impossible. Au centre de la spirale, un trou dans le sol, parfaitement rond, d'environ 3 mètres de diamètre, une obscurité totale à l'intérieur, comme si la lumière elle-même ne pouvait y pénétrer. C'est alors qu'ils ont entendu le bruit, un bourdonnement grave venant du trou, pas mécanique, mais organique, comme le ronronnement d'un énorme animal. Bernier est devenu blanc comme un drap. Il faut partir, maintenant. Mais il était trop tard. Des choses ont commencé à sortir du trou. Trent a dit qu'il ne pouvait pas vraiment les décrire. Pas parce qu'il ne s'en souvenait pas, mais parce que son esprit refusait de traiter ce qu'il voyait. C'étaient des formes qui n'avaient pas de sens, des géométries impossibles, des choses qui ne devraient pas pouvoir exister dans notre réalité. Point. Les soldats ont ouvert le feu, mais les balles semblaient passer à travers sans effet. Les choses continuaient à émerger, remplissant l'air d'un son qui n'était pas tout à fait un cri, pas tout à fait un rire. Trent s'est souvenu du conseil de Bernier point. Il a couru. Il a couru comme il n'avait jamais couru auparavant, s'écrasant à travers la jungle, ignorant les branches qui déchiraient sa peau, les racines qui tentaient de le faire trébucher. Derrière lui, il pouvait entendre les cris de ses camarades, mais il n'a pas regardé en arrière. Il a couru pendant des heures, peut-être des jours. Il ne se souvenait pas. Finalement,
Il s'est effondré près d'une rivière, à moitié mort de soif et d'épuisement. C'est là qu'une patrouille américaine l'a trouvé 3 jours plus tard, délirant et à moitié mort. Ils l'ont ramené à la base, où il a passé 2 semaines à l'hôpital. Quand ils lui ont demandé ce qui s'était passé avec son unité, il n'a pas pu leur dire, pas par choix, mais parce que les mots ne venaient tout simplement pas. Chaque fois qu'il essayait, sa gorge se serrait. Son esprit devenait vide. L'armée l'a classé comme seul survivant d'une embuscade ennemie. Tous les autres ont été portés disparus au combat, présumés morts. Bernier n'a jamais été mentionné dans les rapports officiels. Hunt a été renvoyé chez lui avec une décharge honorable et une pension d'invalidité pour SSPT. Mais ce n'était pas le SSPT. Pas vraiment. Tu vois, m'a dit Trent, allumant une autre cigarette, je ne bois pas pour oublier. Je bois pour ne pas me souvenir trop clairement. Parce que quand je me souviens, quand je vois vraiment ces choses dans mon esprit, je peux les sentir me regarder en retour. J'étais assis là, ne sachant pas quoi dire. Une partie de moi voulait le rassurer, lui dire que c'était probablement les traumatismes de la guerre qui avaient déformé ses souvenirs. Mais l'expression sur son visage, la conviction absolue dans sa voix. « Il y a autre chose ?» a-t-il continué. Environ 1 an après mon retour, j'ai reçu une lettre. Pas de retour d'adresse, pas de cachet postal. Juste apparu dans ma boîte aux lettres. C'était de Bernier. Il s'est levé péniblement et s'est dirigé vers une vieille commode. Après avoir fouillé dans un tiroir, il en a sorti une enveloppe jaunie. Il me l'a tendue. À l'intérieur, il y avait une seule feuille de papier, avec un message écrit à la main en français. En dessous, une traduction approximative en anglais. Ils savent que vous avez vu. Ils vous surveillent maintenant. Restez dans les villes, restez entourés de gens, ne retournez jamais dans aucune jungle. Et quoi que vous fassiez, ne parlez à personne de ce que vous avez vu. Le savoir attire leur attention. B. C'est pour ça que j'ai vécu comme ça, a dit Trent. Seul, ivre, insignifiant. S'il me surveille, je voulais qu'il voie que je n'étais pas une menace, que je ne dirais rien à personne, que je mourrais avec ce secret. Alors pourquoi me le dire maintenant ? Ai-je demandé. Il a eu un rire amer. Point. Parce que je suis en train de mourir de toute façon. Et parce que... Parce que j'ai commencé à voir des choses. Des ombres qui bougent bizarrement. Des formes dans ma vision périphérique qui disparaissent quand je me retourne. Je pense qu'ils viennent pour moi. Et quand ils le feront, quelqu'un doit savoir. Quelqu'un doit être prévenu. D'abord, ça pour prévenir. Et l'histoire me dit, rejeter sa pompe. Il m'a regardé avec ses yeux fatigués et hantés. Le monde pense que les vraies menaces sont les bombes, les maladies, le changement climatique. Mais il y a quelque chose d'autre là-bas. Quelque chose d'ancien et d'affamé. Et un jour, ça va sortir de ses cachettes. Trent est mort 3 jours plus tard. L'infirmière de l'hospice a dit qu'il était mort paisiblement dans son sommeil. Mais l'expression sur son visage racontait une autre histoire. Terreur pure figée dans ses traits. Lors du nettoyage de son appartement, j'ai trouvé quelque chose d'étrange. Des dizaines de journaux, tous remplis de la même phrase, écrite encore et encore. Ils arrivent à travers les espaces entre les choses. Je ne sais pas quoi faire de cette histoire. Une partie de moi veut la rejeter comme les délires d'un homme brisé par la guerre et l'alcoolisme. Mais depuis cette conversation, j'ai commencé à remarquer des choses. Des ombres qui restent une fraction de seconde trop longtemps après que leur source ait bougé. Des bruits la nuit qui ne correspondent à rien de naturel. Et parfois, juste parfois, j'ai l'impression d'être observé par quelque chose qui n'est pas tout à fait là. Je n'ai parlé de ça à personne, jusqu'à maintenant. Et honnêtement, je ne sais pas pourquoi je le partage. Peut-être que comme Trent, je ressens le besoin que quelqu'un sache. Ou peut-être que j'espère que quelqu'un me dira que je deviens fou, que rien de tout cela n'est réel. Mais au fond de moi, je sais la vérité. Mon oncle n'était pas fou, et maintenant moi aussi je regarde par-dessus mon épaule.